Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Cette vidéo est la suite de la vidéo chaufferie 07. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite sous-station de chauffage. Je vais vous présenter les éléments qu'il y a dans cette sous-station ainsi que le schéma électrique et je donnerai quelques explications dessus. Donc là, on peut voir encore une sous-station. Donc celle-là, c'est un peu pareil, hein. Départ retour dans le plancher, une pompe pour le chauffage, donc elle est simple. Là, une bouteille de découpage hydraulique, un ballon en cumulus pour faire le CS, un disconnecteur, toujours le pressostat manque d'eau et une 23 pour la régulation. Et bien sûr toujours le régulateur, donc là c'est un RVL 470. Et voilà. Alors quelques photos. On remarquera que sur cette armoire il n'y a pas de voyant. Il y a juste un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton marche arrêt pompe, un bouton tournant, un commutateur de position et le régulateur, le RVL 470. Alors sur cette photo on peut voir donc la façade avant du RVL 470. Sur cette photo on peut voir donc l'intérieur de l'armoire. Donc on peut voir qu'au niveau des borniers, ils ont utilisé des borniers qui ne sont pas à visser, hein. Donc c'est des borniers, on prend un petit tournevis, on rentre dans le petit carré, on lève la languette et on rentre donc son conducteur dénudé et on relâche. Et le conducteur est serré et ne bouge plus. On remarquera qu'ils ont utilisé beaucoup de portes fusibles. Donc moi je suis pas un fan des portes fusibles, hein, parce que lorsque ça lâche, souvent vous n'avez pas le bon fusible. Donc l'intérêt d'avoir des disjoncteurs c'est que vous n'avez plus de problème avec les fusibles. Donc sur cette photo on peut voir le pressostat manque d'eau. Ouais, et on remarquera qu'il n'y a pas de vanne d'isolement. Donc c'est pas super, hein, parce que s'il faut intervenir dessus, c'est bien d'avoir une vanne, ça évite de tout vider, en tout cas de dépressuriser le réseau. Alors sur cette photo, on peut voir donc la pompe du secondaire, hein, donc pour le chauffage. On peut voir en bas là les nourrices. Donc il y a 4 nourrices. Donc à chaque fois il y a 2 nourrices, un pour l'aller, un pour le retour. Donc ça c'est pour les radiateurs. Et on peut voir en haut à gauche une vanne. Donc cette vanne, on peut l'appeler aussi, donc c'est une vanne de décharge ou soupape de pression différentielle, hein. Donc ça c'est quand vous avez une pompe à débit fixe. Si vous avez des radiateurs qui se ferment, soit par le biais des robinets thermostatiques ou parce que les gens ont trop chaud, ferment les radiateurs, ça permet de maintenir une delta P dans le circuit qui est constante. Alors que quand vous avez des pompes à débit variable, vous n'avez plus besoin de ce genre d'appareil. Car la pompe adapte sa vitesse de rotation par rapport justement à cette delta P qui est en consigne dans la pompe à débit variable. Donc ici on peut voir le haut de la bouteille de découplage hydraulique, on peut voir qu'il y a un purgeur. Et là on remarquera qu'ils n'ont pas mis de vanne sur le purgeur. Donc le problème c'est quand ça fuit ou quand vous avez une vanne, au moins vous fermez la vanne. Et ça vous laisse du temps pour le changer, hein. Et surtout, vous pouvez le changer installation en marche. Alors que là, comme il n'y a pas de vanne, vous êtes obligé de tout couper, en tout cas là au niveau de la sous-station. Et donc en plus de dépressuriser le réseau, donc d'enlever de l'eau du réseau, quoi, de l'installation. Et après, il faut remettre en eau, remettre en pression, de purger. Bon, vous voyez, c'est pas super. Donc c'est vrai que là, en principe, il doit y avoir une vanne. Donc probablement faire des économies, ils en ont pas mis, mais au niveau de la maintenance, c'est pas top. Donc là, pareil. Donc là, on peut voir cette photo que sur les points hauts, ils ont mis aussi des purgeurs, mais ils n'ont pas mis de vanne. Donc là, pareil, au niveau intervention, au niveau maintenance, c'est pas super. Voilà, sauf que là, ici, il y a un étage. Donc ça veut dire qu'avant d'enlever les purgeurs, vous êtes obligé d'enlever toute la flotte qu'il y a dans les radiateurs et la tuyauterie de l'étage. Alors qu'avec des vannes, vous fermez vos vannes, vous changez vos purgeurs, vous réouvrez vos vannes, et il n'y a pas de problème. Alors sur cette photo, on peut voir le servomoteur de la 23 voies, donc c'est une vanne à soupape. Donc on peut voir que par rapport au SQS 65, il lui ressemble beaucoup, hein, donc c'est le servomoteur qu'on a vu sur les vidéos sur les centrales de traitement d'air. Donc là c'est un SQS 35, donc la grosse différence entre le SQS 65 et le SQS 35, c'est que le SQS 35 est un servomoteur 3 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur il y a un moteur, donc un moteur synchrone, il y a 3 bornes, Y1, Y2 et le neutre. Et lorsque vous envoyez du 230 volts sur Y1, le moteur va tourner dans un sens. Et lorsque vous envoyez du 230 volts sur Y2, le moteur va tourner dans l'autre sens. Donc ce sont des servomoteurs que l'on voit donc sur les vannes à soupape. Et ce sont des servomoteurs qui sont assez lents
à la différence du SQS65 sur une centrale de traitement d'air. Parce que là, on est sur du procédé donc chauffage, et sur du radiateur. Et c'est vrai que les radiateurs, ce sont des procédés qui sont longs. Alors que sur les centrales de traitement d'air, c'est beaucoup plus rapide. Il faut que l'installation, en tout cas la régulation, réagisse beaucoup plus vite. Le SQS65, lui, il est alimenté en 24 volts et sa commande est en 0,10 volts. Donc ça n'a rien à voir avec le SQS35. Là, sur cette photo, on peut voir que sur le primaire, donc qui arrive à la bouteille de découplage hydraulique, donc qui est dans la sous-station, on peut voir qu'il y a un compteur d'énergie. Donc un compteur d'énergie, c'est quoi? C'est un compteur d'eau. Donc on voit le fil gris qui sort, là, compteur à impulsion. Après, on a deux fils rouges qui sortent à droite, là. Donc ça, c'est la sonde de température aller et retour. Le compteur donc relève une quantité d'eau. Donc sur une base de temps, ça vous fait un débit. Et lorsque vous avez une delta T entre le primaire et le retour, et bien avec la formule P égale QM fois C fois delta T, vous avez la puissance. Et donc après, avec une base de temps, vous avez la quantité d'énergie que le primaire a fourni au secondaire. Et donc, dans cette sous-station-là, ça permet de savoir quelle quantité d'énergie a été utilisée pour chauffer ce bâtiment. Et pour accéder au menu qu'il y a dans le compteur d'énergie, il suffit d'appuyer sur le petit bouton vert et vous accédez donc au débit réel, par exemple. Donc moi, ça m'est arrivé de m'en servir une fois sur une chaufferie qui avait un compteur d'énergie de ce type-là. J'avais pas de mallette TA et je voulais savoir quel était le débit qui passait dans le primaire de la chaufferie. Et donc, grâce à cet appareil-là, j'ai pu le savoir. Alors un petit mot sur le schéma électrique. Donc là toujours une pompe en monophasé, donc on a un GV2, un contacteur moteur, donc classique. Là on voit qu'ils ont mis un transformateur pour la commande. Alors moi ce qui m'a fait rire la première fois où j'ai vu ce schéma là, c'est que souvent dans les schémas en chaufferie ils parlent de télécommande. Alors quand vous venez de l'industriel, donc maintenance industrielle ou électricien industriel, ce terme de télécommande, moi j'ai jamais entendu utiliser. Et on parle toujours de commande ou de puissance, mais là, vous voyez, bon, là, ils utilisent le terme de télécommande, donc ça c'est étrange. Et là, on a l'alimentation de la régulation, du RVL 470. Donc là, on peut voir qu'ils ont mis un arrêt d'urgence. D'accord. Donc, voyant sous tension, ok. Là, on peut voir qu'ils ont mis un pressostat manque d'eau, mais là, on voit qu'il y a un petit souci, donc je vais en parler après. Ils ont mis un voyant défaut manque d'eau. Ici, il y a un commutateur, donc un bouton tournant de position. Donc là, on a le contact NC du contacteur auxiliaire, donc de la bobine ME, là, parce que là, ici, c'est un contacteur auxiliaire. Donc ici, le DM1, c'est le contact NO instantané du GV2. Et là, on a KM1, donc c'est le contacteur moteur de la pompe. Donc ici, KM1, marche pompe. Ici, c'est le contact NC, donc du GV2, contact instantané. Donc là, bon, c'est pas un défaut pompe, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente. Pour moi, c'est un arrêt pompe. Si j'appuie sur le bouton arrêt du GV2 volontairement et si le GV2 se met en défaut, c'est deux choses différentes. Donc là on voit que le contact NO du contacteur auxiliaire va sur le voyant rouge manque d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après ce que je vois là, si la bobine est alimentée, le contacteur auxiliaire va se fermer, ce contact va se fermer et ça va alimenter le voyant rouge. Ok? Sauf que là le gars là sur le pressostat manque d'eau il a représenté un contact NO. Donc un pressostat manque d'eau, c'est quoi? C'est un pressostat qu'on met sur une canalisation. Dedans on met de l'eau. Ici là il y a un soufflet là qui appuie sur ce contact. Et lorsque la pression monte, ce contact bascule. Ce contact bascule, donc suivant le seuil de réglage. Et si la pression est trop faible, ce contact bascule aussi, mais de l'autre côté. Donc là, on peut voir que mon réseau, lorsque je vais le monter, lorsque je vais poser mon pressostat manque d'eau, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de pression. Donc le gars qui va câbler le pressostat, s'il voit ce schéma électrique là, il va le câbler sur le NO. Le gros problème, c'est que lorsque le gars va mettre en pression le réseau, il va se rendre compte qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si je mets en pression mon réseau, le NO ici va se fermer. S'il se ferme, le contacteur auxiliaire va se fermer, le contact ici va se fermer, ça va m'allumer le manque d'eau, et ça va me couper la commande de la pompe, ce qui fait que la pompe ne fonctionnera pas. Donc là, c'est une grosse erreur. Là, en réalité, ce qu'il aurait fallu mettre, c'est un contact NC au repos. Donc ça, on le rencontre souvent dans les schémas, en tout cas pour les gens qui n'ont pas fait de l'indus, qui n'ont pas fait des schémas électriques industriels ou qui n'ont pas fait de la maintenance industrielle. Souvent, un contact NC qui est ouvert, ce n'est pas un contact NO.
lorsqu'on dessine un schéma électrique, tous les contacts doivent être au repos. Et là, à mon avis, la personne, donc soit c'est un dessinateur mais qui n'est pas électricien, qui l'a fait sur AutoCAD avec ce qu'on lui a donné, en tout cas il n'a pas contrôlé, ou soit c'est un gars qui pense que lorsqu'un NC est ouvert, donc c'est-à-dire lorsque je mets de l'eau sous pression dans le réseau, le NC va s'ouvrir, et donc ma bobine ne sera pas alimentée. Donc le voyant sera éteint et ma pompe fonctionnera bien. Par contre, si la pression chute, le NC va se fermer. Le NC va se fermer, donc le NC c'est le contact normalement fermé. Le courant va passer et ça va permettre donc d'allumer mon voyant. Donc la bobine va coller et d'ouvrir la commande, comme ça la pompe ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc là en réalité le gars a dessiné un contact NC mais ouvert. Donc c'est pas comme ça qu'on le dessine, hein. Ça pour moi c'est un contact NO. Donc là vous voyez, là, ça pour moi c'est faux, il aurait fallu dessiner un contact NC et pas un contact NO. De plus, lorsqu'on a des organes de sécurité comme ça, souvent on les câble en sécurité positive. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Dans ce cas-là, c'est un NC ouvert. D'accord? Ça veut dire que pour que la pompe fonctionne, il faut que le NC soit ouvert. Donc si mon câble se coupe, ou si mon câble a mal été unidé et que le cuivre se coupe, il va se passer que même si j'ai plus de flotte, même si mon NC se ferme, eh bien, le courant n'arrivera jamais à la bobine, ce qui fait que la sécurité ne fonctionne plus. Donc souvent ce qu'on fait c'est on câble en sécurité positive. Ça veut dire que on aurait mis un NO, donc un normalement ouvert. Alors comme le réseau est sous pression, le NO est fermé, ce qui alimente la bobine ME et donc elle est collée. Donc jusque là tout va bien. Sauf que là, au lieu de mettre un NO ici, là, on aurait mis un NC, donc un contact normalement fermé. Et ici, là, c'est pas un NC qu'on aurait mis là. Un normalement fermé. On aurait mis un NO, un normalement ouvert. Comme ça, si le câble se coupe, la bobine n'est plus alimentée, et le contact s'ouvre, la pompe s'arrête. Donc ça, bon, voilà quoi. Donc ça, c'était un petit point là, il faut vraiment faire la différence entre un normalement ouvert au repos et un normalement ouvert qui est fermé en fonctionnement, et faire la différence entre un contact NC, donc normalement fermé au repos, et un contact NC qui est ouvert parce que en fonctionnement la pression l'ouvre. Ce sont deux choses différentes. Et donc là ici sur celui-là on peut voir le schéma électrique donc, du régulateur RVL 470. Donc là c'est du classique, hein. Sonde d'ambiance, sonde de départ. Et ici le SQS 35. Donc on remarque une erreur sur ce schéma. Comme on peut le voir sur le RVL 470, il y a une borne Q1 et sur Q1 il n'y a pas de fil. Donc il faut savoir que Q1 permet de contrôler la marche ou l'arrêt de la pompe depuis donc, le RVL 470. L'intérêt de cette fonction là, c'est que lorsque vous programmez une température de non-chauffe donc par rapport à la température extérieure, l'intérêt c'est que ça vous coupe la pompe et ça permet donc de faire des économies d'énergie. Donc je vais illustrer ça sur un schéma électrique que j'ai fait sur mon blog. Dans la prochaine vidéo chaufferie 09, je vous exposerai et j'expliquerai un schéma électrique de base donc en chauffage, hein, donc un départ chauffage avec le RVL 480. Donc je mettrai dessus les sondes de température extérieure, sonde de départ chauffage, la sonde d'ambiance, le pressostat manque d'eau, donc le SQK 33. Et j'expliquerai ce que j'expliquais dans les dernières vidéos, donc ce que je disais là sur le GV2, comme ça sera plus clair pour vous, et surtout au niveau du pressostat manque d'eau, comment on le câble. Avec en plus la prise en compte par le RVL 480 du contrôle de la pompe de chauffage, car il faut le savoir, comme je vous l'ai dit sur cette vidéo, c'est que le RVL 480 suivant la température extérieure peut couper la pompe pour faire des économies d'énergie. Dans ce schéma électrique là et dans ceux d'avant, ce n'était pas le cas. Donc ça c'est pas bon, parce que cette fonction elle est importante et il faut l'utiliser. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo chaufferie 09.